Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette sixième bulle que nous sommes ravis, Céline et moi, d'animer aujourd'hui avec Claire-Sophie Codevez et avec vous, donc plus de 220 participants inscrits, dont toujours une bonne partie d'entre vous qui étaient présents aux précédentes bulles. Donc on est très contente de vous accueillir à nouveau. Vous allez continuer à nous rejoindre au fur et à mesure et on va en profiter pour vous présenter rapidement le concept de ces bulles et la Scopelée de Rive pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. En deux mots, la Scopelée de Rive, nous sommes une société multirégionale coopérative qui est implantée à Lyon et Strasbourg et également à Dijon, Caen et Paris. Nous animons, défrichons et mettons en lien les professionnels sur les sujets de l'écologie dans le cadre bâti et aménagé au travers de plusieurs activités que sont la formation, les voyages d'études, l'animation de réseau et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre parti pris, c'est de détourner, questionner et expérimenter ce que sont une nouvelle forme d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques qui y sont associés, avec notre mantra que vous commencez à connaître maintenant, qui est faire ensemble autrement et qu'on a à cœur d'affirmer et de diffuser. Donc l'idée de ces bulles des deux rives, qu'on imagine pétillantes, effervescentes et chaleureuses, c'est de continuer à garder le lien entre les acteurs de la communauté des DQE, développement durable et qualité environnementale, de partager de la connaissance et d'interpeller sur nos sujets, et que chacun, chacune puisse contribuer au débat et à la révolution des pratiques professionnelles et individuelles dans le contexte d'urgence climatique et sociétale qui transpire durant toutes ces bulles sur tous les sujets que nous traitons au fur et à mesure. Le sujet qu'on vous propose aujourd'hui est devenu emblématique de la crise sanitaire que nous vivons. En temps d'épidémie, le confinement dans les logements a été imposé à la population pour réduire le risque de transmission virale et la qualité de l'air inhalé dans les bâtiments est une question centrale. S'ajoutent au débat les questions sur la possible transmission par aérosol et système de ventilation. Ce qui est sûr, c'est que dans le contexte actuel, le confinement impose le renouvellement d'air. Évidemment, dans des temps plus habituels et apaisés, on passe aussi la majeure partie de notre temps dans ces environnements clos. Et le confinement habituel des locaux entraîne de façon générale une dégradation de la qualité de l'air intérieur des bâtiments et une augmentation des teneurs en CO2 émis par les occupants qui sont cumulés aux effets du mix des polluants caractéristiques de l'air intérieur. C'est donc d'une composante centrale de la qualité de vie et de la santé et du bien-être des occupants, qui est un fil rouge des bulles des deux rives et de la démarche des DQE, que nous allons parler aujourd'hui. Donc, quelques mots sur ces bulles des deux rives qui prennent la forme d'un ou deux rendez-vous webinaires hebdomadaires. Beaucoup d'entre vous se sont déjà inscrits sur plusieurs dates et commencent à être bien rodés à cet exercice. Comme à chaque fois, nous alternerons un sujet réflexif et une application concrète sur la thématique traitée. La programmation et les liens d'inscription pour les prochaines bulles sont renseignés sur le blog Faire Ensemble et Autrement, donc sur le site sur lequel vous êtes inscrit. Et vous retrouverez sur ce site l'enregistrement des 5 premières bulles, donc sur l'adaptation au changement climatique, sur la biodiversité, sur passif versus positif, sur la réhab énergétique et sur la construction en terre crue. Donc ces enregistrements ont été mis en ligne pour celles et ceux qui souhaitent les visionner, les revisionner ou les partager, avec un petit bonus sur le fil de la bulle qui est agrémenté des contributions des participants à ces webinaires. Donc, quelques mots un peu techniques sur le déroulé de cette bulle. Le webinaire se déroule donc en 2 temps, correspondant à 2 sujets traités par notre intervenante. Chacun de ces sujets va se dérouler en 2 parties de 15-20 minutes chacune. Donc, tout d'abord, la présentation de la thématique par notre intervenante, puis un temps de questions-réponses qui sera animé donc par Hélène et moi, Céline, sur la base de vos réactions et questions posées dans la section conversée. Donc, si vous avez une question pendant la présentation ou pendant les questions-réponses, vous l'écrivez dans le chat, de préférence de façon synthétique. Pour vos commentaires et questions-réponses, si vous souhaitez les partager à l'ensemble des participants en plus des conférenciers, n'hésitez pas à configurer vos commentaires en fonction, parce que par défaut, ils ne sont communiqués qu'aux conférenciers, c'est-à-dire à l'intervenante et aux animatrices. Nous avons configuré cette séance, la vidéo coupée et le micro éteint, pour permettre une meilleure qualité de présentation et aussi parce qu'on est nombreux, donc plus de 220 inscrits aujourd'hui.
Autre détail un peu technique, vous pouvez configurer l'affichage de votre côté pour déplacer la vignette de l'intervenante et les nôtres. Voilà, donc vous faites au mieux pour votre affichage. On est donc parti pour passer 1h30 ensemble avec Claire-Sophie Quedvez, que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette 6e bulle. Bonjour à tous. Donc Claire-Sophie, tu es ingénieure santé bâtiment, tu es diplômée d'un master risque en santé dans l'environnement bâtiment et d'un diplôme de recherche technologique sur la même thématique. Et tu co-diriges depuis 2012 le bureau d'études et de conseils médicaux spécialisé sur les thématiques de santé et de bien-être des occupants dans le bâtiment. Donc, un des bureaux d'études pionniers sur ces thématiques qui allient donc bâtiment et santé. Claire-Sophie, tu es aussi intervenante dans nos formations labellisées et certifiantes des DQE sur le sujet de la santé dans le bâtiment, donc sur les questions de qualité de l'air intérieur, mais également sur les autres composants de la santé. Donc pour nous, la santé environnementale, c'est une thématique centrale de notre démarche. Et donc tu abordes cette question de la santé dans les bâtiments, donc à l'échelle du bâti, mais aussi à l'échelle de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc Claire-Sophie Quedvez va animer cette 6e bulle sur le sujet qualité de l'air intérieur et renouvellement de l'air. Nous te laissons à présent la parole pour ce premier temps d'intervention. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci Céline Hélène. Bonjour à tous, donc Claire-Sophie Quedvez. D'abord, je voulais déjà vous remercier pour cette invitation parce que c'est l'opportunité effectivement de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et puis, alors ça fait longtemps que c'est un sujet d'actualité, mais néanmoins, on est vraiment en pleine actualité. Donc, merci à vous en tout cas pour ce temps donné. Et puis, merci aussi à vous de venir écouter cette bulle et de vous intéresser à ce sujet qui nous tient à cœur. Du coup, le premier, c'est vrai que Hélène et Céline m'ont demandé justement de trouver le sujet dont j'avais envie de parler et qui puisse… alors, le cahier des charges est assez important puisque un sujet qui amène débat, qui amène la réflexion, les échanges, en tout cas… voilà, les questions. Moi, mon sujet de prédilection, c'est la santé et notamment la qualité de l'air intérieur. Donc, je me suis dit que pour une première intervention dans une bulle, c'était un très bon sujet. Et puis, bon, vous avez tous traversé, on a tous traversé ensemble la période de pandémie. Du coup, effectivement, on a beaucoup reparlé de qualité de l'air intérieur. Alors, pas forcément sur les sujets dont on abordait avant. On l'a surtout axé sur le virus. Et donc, pour parler de qualité de l'air intérieur, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait surtout balayer un peu la question du renouvellement d'air. Quand on a choisi le sujet, je ne pensais pas que ce serait encore plus d'actualité qu'aujourd'hui, puisque si vous regardez un peu la presse, c'est vrai que dans les 2 dernières semaines, le renouvellement d'air est quand même ressorti de façon assez importante par rapport au risque du Covid. Parce qu'on va voir tout au long de la présentation, beaucoup de questions se posent autour du renouvellement d'air et notamment les bonnes pratiques. Donc, je me suis dit qu'on allait rebalayer un peu les bonnes pratiques dans toutes les typologies de bâtiments pour essayer de voir finalement quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être éviter et puis s'interroger peut-être à la fin, savoir est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça amène pour demain et pour la conception des bâtiments de demain. Donc, voilà. Alors, pour commencer… Quand j'ai préparé l'intervention, je me suis posé la question, sujet d'actualité, le renouvellement d'air, est-ce que finalement c'est tant un sujet d'actualité que ça? Comme disait Hélène dans sa présentation, on a toujours passé beaucoup de temps dans les environnements, dans les espaces bâtis, dans les environnements clos. Avant le confinement, on estimait en moyenne qu'on passait à peu près 80% dans les environnements clos. Aujourd'hui, avec le confinement, c'est vrai qu'on estime plutôt que les gens passent 95% de leur temps dans des environnements clos et ces 95% du temps, ils ont surtout été passés dans le logement. Donc, c'est un sujet d'actualité parce qu'effectivement, ça a permis aux gens de se reposer la question de la qualité de l'air qu'ils inhalaient. Alors, effectivement, ça pose beaucoup par rapport au virus, mais ça pose aussi la question de tous les autres polluants qu'on peut trouver dans l'air intérieur. L'idée, en fait, un peu de l'intervention et un peu de la contradiction qu'on a trouvée, c'est que tout le monde a parlé du confinement. Donc, effectivement, on s'est confiné dans nos logements, mais ça ne veut pas dire que le confinement est bien dans le logement. Et donc, on va voir un peu comment faire en sorte que ce confinement, on l'évite dans le logement. Puisque quand on parle de confinement, on le rapproche souvent au dioxyde de carbone, un polluant que
que l'homme émet. Généralement, quand les logements sont confinés, ça veut dire également qu'on peut trouver d'autres polluants et qui vont avoir un impact sanitaire qui peut être tout aussi important. Alors, on parle de qualité de l'air intérieur, donc je me suis dit quand même que la première chose, notamment peut-être pour les gens qui n'étaient pas habitués à ce sujet, c'était un peu de rappeler les enjeux sanitaires de la qualité de l'air intérieur. Parce que la qualité de l'air intérieur, on en reparle, mais c'est un sujet qui a toujours été important puisque vous respirez 100% du temps. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on respire 100% du temps, mais on le fait de façon inconsciente. Vous le faites de façon inconsciente parce que ça fait partie des fonctions autonomes de l'organisme. Mais ça veut dire respirer 100% du temps, que 100% du temps, on a tout l'environnement extérieur qui rentre dans notre organisme. En moyenne, on estime que quand on respire par jour, en moyenne, un homme va inhaler entre 12 000 et 15 000 litres d'air inhalé chaque jour. Ça fait des quantités assez importantes. Donc là, aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur les polluants biologiques, notamment le virus qui rentre dans notre organisme. Mais à côté, on a tout un tas de polluants. Et donc, en inhalant justement potentiellement ce virus, on peut aussi inhaler tous les autres polluants que constitue l'air. Et donc, ces polluants, ils peuvent entraîner des pathologies respiratoires. Et alors, voilà, que quelques chiffres. On pourrait sortir beaucoup de chiffres sur l'impact sanitaire de l'air. Peut-être ce qui va le plus parler, donc des chiffres assez importants, c'est qu'on estime quand même aujourd'hui, au niveau des pathologies respiratoires, qu'on a 4 millions d'asthmatiques en France, donc ce qui est quand même pas rien. Et on estime également qu'on a 30% de la population allergique. Donc, c'est vrai que quand on a tous ces enjeux-là, on se dit que traiter de la qualité de l'air, c'est bien. Sujet d'actualité, effectivement, avec la période qu'on vient de traverser. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas un sujet d'actualité parce qu'il faudrait s'en préoccuper en tout temps, virus ou pas virus. Donc, l'idée suite à ça, c'est de se dire, on entend beaucoup de choses sur la qualité de l'air, le lien entre la qualité de l'air, le Covid, le lien avec le renouvellement d'air. Et donc, on va essayer de balayer un peu rapidement les différentes pratiques, en commençant notamment par les logements. Puisque le logement, c'est là où vous passez le plus de temps. Alors, j'ai presque envie de m'excuser parce que je ne vais rien vous apprendre de nouveau en soi, dans le sens où beaucoup de choses qu'on doit faire en période de confinement et qu'on doit faire aussi demain dans les bâtiments, ce sont des choses qu'il faudrait faire de tout temps et qu'on a toujours recommandées. Ça veut dire que dans le logement, pour améliorer la qualité de l'air intérieur, et spécifiquement aussi en période de virus, pour évacuer le virus, il faut aérer son logement. Il faut aérer son logement. Alors, on entend plein de durées différentes. J'ai repris l'avis du Haut Conseil de santé publique qui est paru le 17 mars 2020, donc en relation avec le Covid, qui recommande de renouveler l'air des logements à peu près 15 minutes 3 fois par jour. Alors, c'est un tout petit peu plus que ce qu'on entendait habituellement. Il y a des messages radio qui ont été assez régulièrement diffusés. 15 minutes au moins 3 fois par jour, l'aération du logement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, ouvrir ses fenêtres, c'est une bonne pratique qu'on a toujours fait et en tout cas qu'on fera demain. Et puis, la deuxième chose, très complémentaire finalement à l'aération, c'est le renouvellement d'air mécanique. En fait, il faut avoir un renouvellement d'air qui soit constant. Donc, soit par l'ouverture des fenêtres, soit par le renouvellement d'air mécanique, si vous avez la chance dans le logement d'en être équipé. Pour que le renouvellement d'air mécanique fonctionne, des bonnes pratiques assez classiques, c'est déjà de vérifier dans chaque logement, et encore plus si on a une personne qui est contaminée dans un logement, vérifier que les entrées d'air elles ne soient pas obstruées, donc vérifier qu'elles fonctionnent bien, en tout cas juste à mettre sa main, ça suffit pour voir si on a un petit débit d'air qui passe. Vérifier aussi la propreté des bouches d'extraction, parce que si l'air rentre, il faut aussi qu'il sorte. Et pour que les débits soient bons, il faut que tout soit propre et entretenu. Donc ça, c'est vraiment des messages essentiels. Et puis, pour que l'air rentre et sorte, il faut que le ventilateur fonctionne correctement. Donc, c'est vérifier dans votre logement que tous ces équipements fonctionnent bien. Vous voyez que pour le logement, alors on verra sur les autres bâtiments, pour le logement, finalement, c'est du bon sens, c'est des gestes qui ne sont pas nouveaux. Cette période aura au moins eu l'intérêt de reparler un peu plus de qualité de l'air intérieur, peut-être de resensibiliser les gens et que finalement, les bonnes pratiques qu'on connaissait déjà, elles reviennent sur le devant de la scène. Dans les bâtiments de bureau, c'est un peu différent. Parce que dans les bâtiments de bureau, il y a une question actuellement qui est beaucoup soulevée.
On parle, alors je vais faire un focus un peu plus spécifique sur la période actuelle et notamment le risque de contamination par le coronavirus. C'est que dans les bâtiments de bureau, on va retourner travailler. Enfin, beaucoup restent en télétravail, mais on va retourner dans les bâtiments de bureau. La problématique du renouvellement d'air, elle est un peu différente parce que dans les bâtiments de bureau, en règle générale, quand ils fonctionnent, hein, il n'y a pas de généralité en renouvellement d'air, mais quand ils fonctionnent, en règle générale, le renouvellement d'air est mieux maîtrisé. On maîtrise mieux les débits, la maintenance des systèmes est généralement un peu plus soutenue. Donc, dans les bâtiments de bureau, ça va être, on va se poser d'autres questions. Et notamment en ce moment, les gens qui vont retourner au bureau, la vraie question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer une bonne qualité de l'air dans les bâtiments de bureau, sachant qu'on va certainement avoir des personnes qui vont occuper ces espaces et qui sont potentiellement des porteurs sains du virus. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques autour de ça? Mais d'abord, je voulais faire un petit rappel sur les articles qui sont récemment parus, notamment sur le transport dans l'air justement du virus. Donc, on a beaucoup parlé, là on a eu pas mal d'études sur la contamination de proximité, mais c'est vrai qu'on a peu abordé finalement le transport par l'air de particules qui étaient chargées de virus. Donc là, je vous ai mis un petit schéma d'études, alors c'est un petit récapitulatif de données qui sont issues de la littérature, qui ont été redonnées par des chercheurs. Et en fait, sur ce schéma, vous voyez différentes tailles, on va dire, de gouttelettes qui sont émises quand on va tousser, quand on va éternuer, même quand on va expirer. Et donc, quand on fait tout ça, on a des grosses gouttelettes qui sont émises vraiment de façon très proche de là où on se positionne, donc émises à proximité. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a plein de micro-gouttelettes qui, elles, vont aller beaucoup plus loin, donc, qui sont assimilées à des aérosols et qui vont aller de quelques mètres à plusieurs mètres dans le bâtiment. Et là, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'études qui montrent que la contamination sans contact direct entre humains, elle est tout à fait possible via le transport de particules chargées de virus par l'air. Et donc, ça interroge quand même beaucoup sur la conception des équipements et du fonctionnement de ces équipements dans les bâtiments de bureaux. Ça ne veut pas dire que la ventilation a forcément que la ventilation est responsable de la propagation du virus, mais en tout cas que la ventilation, elle pourrait jouer un rôle dans la propagation du virus. J'imagine que vous avez tous certainement entendu dans les médias, notamment l'histoire de la contamination dans le restaurant à Canton en Chine, d'une personne qui était contaminée et le système de climatisation aurait pu participer à la propagation, à la contamination des autres occupants de ce lieu. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des cas de contamination virale sans contact. Qu'est-ce que ça va impacter finalement demain, demain et aujourd'hui, puisque le déconfinement a eu lieu, quand on retourne au bureau? Ça veut dire qu'il y a quand même des bonnes pratiques peut-être, ou en tout cas des choses qu'il va falloir modifier. Je m'entends. Alors là, vous avez un deuxième schéma. Je crois que j'ai un petit pointeur, donc je vais pouvoir... Ce schéma-là, je l'ai pris, c'est une source qui est issue, un industriel de la filtration, un Camfil, mais je l'ai trouvé bien fait parce qu'il montre réellement les situations qu'on va rencontrer dans les bureaux demain. Donc, vous avez une personne qui peut potentiellement être contaminée. Si elle tousse, on va avoir, vous voyez, d'abord des grosses gouttelettes de taille à peu près de 10 microns qui, elles, vont rester à proximité de la personne. Et puis, les particules plus fines, elles vont aller beaucoup plus loin. Et donc, potentiellement, le risque, il est où? C'est que ces particules fines, certaines études ont montré d'ailleurs que ces particules fines, on arrivait à les retrouver sur les bouches d'extraction. Donc, ça veut bien dire qu'elles peuvent aller beaucoup plus loin. Et notre problématique, c'est le recyclage de l'air dans les bâtiments de bureaux. Recyclage de l'air, que ce soit pour le chauffage ou pour le rafraîchissement, parce que ces micro-gouttelettes, ces aérosols peuvent être réinjectés finalement via l'air. Quand on va recycler l'air, ces aérosols peuvent être réinjectés. Donc, même si ce n'est pas la principale source de contamination, ça ne veut pas dire qu'elle doit être ignorée. Et donc, il faut la prendre en compte. Ça veut dire que dans les bâtiments de bureaux, les bonnes pratiques, elles consistent d'une part à travailler d'abord sur la ventilation, donc vérifier effectivement que la ventilation fonctionne bien, mais également pendant cette période à venir, c'est accroître la durée de fonctionnement des installations de ventilation. On peut imaginer que si le virus est un peu dans l'air,
augmenter la plage de fonctionnement de la ventilation 1 à 2 heures avant que les gens arrivent et 1 à 2 heures après. Ça va déjà permettre au virus et aux autres polluants, bien sûr, de l'air intérieur d'être évacués. Il faut aussi rappeler, et je pense on a un enjeu demain, il faut rebondir, utiliser la situation qu'on est en train de vivre pour aussi sensibiliser les gens aux bonnes pratiques. Ils le font chez eux, mais il faut aussi également le faire dans les bâtiments de bureaux quand on a l'occasion. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de bâtiments de bureaux dans lesquels on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Mais ouvrir les fenêtres, il faut que les gens, quand reprennent cette bonne pratique, quand on arrive le matin, quand on part en pause déjeuner le midi, il faut absolument aérer. Et ça, l'aération toute seule n'est pas forcément suffisante, mais l'aération qui va être combinée à un renouvellement d'air mécanique, c'est vraiment la meilleure des solutions. Donc ça, c'est vraiment les bonnes pratiques de base. Et puis, par rapport à ce que je vous disais sur le transport des particules qui peuvent être chargées de virus dans l'air, ça veut dire que dans les bâtiments de bureaux, là, pour éviter les contaminations, il va falloir de préférence arrêter le fonctionnement de certains systèmes de récupération de chaleur, notamment avec un échangeur rotatif, parce qu'on peut avoir une transmission des particules qui sont extraites dans l'air qui va être émis dans la pièce, et puis également désactiver la recirculation de l'air, même s'il y a des filtres. Le filtre n'est pas une façon de se protéger en soi, puisque généralement, dans toutes nos installations aéroliques, hormis les salles blanches, les filtres ne sont pas assez performants, ce n'est pas des filtres HEPA, ils ne sont pas assez performants pour éviter, pour arrêter en tout cas les particules de la taille des virus. Donc le filtre n'est pas une garantie pour se protéger, donc il faut surtout arrêter la recirculation de l'air. Je dirais plus par rapport à tout ce qu'on voit à l'extérieur, les gestes barrières sont très importants, mais effectivement, dans un bâtiment de bureau, imposer le port du masque et puis derrière en tout cas laisser la recirculation de l'air en fonctionnement, ça ne va pas dans le bon sens. Disons que d'abord, on essaye de mettre en place des solutions au niveau des équipements et puis derrière, on applique les gestes barrières. Même si, comme je vous disais, c'est pas forcément... Les études commencent à le montrer, on n'est pas sûr que ça participe pleinement, en tout cas, à la contamination, mais vu que c'est des choses sur lesquelles on peut se passer actuellement, surtout qu'aujourd'hui, au niveau du temps, on n'a pas besoin forcément de chauffer les locaux, on n'a pas besoin de rafraîchir, il ne fait pas des chaleurs très importantes, du coup, on peut se passer de tous ces systèmes. Donc ça, c'est pour le côté bureau. C'est vrai que dans cette période, autant dans le logement, on va dire que les bonnes pratiques qu'on avait avant, ce sont toujours les mêmes pratiques à appliquer. Dans le bureau, vous voyez qu'il y a un peu des choses supplémentaires, complémentaires en tout cas, qui peuvent être mises en place. Au niveau des écoles, le message principal, ça va surtout être l'aération des salles de classe. Alors, de tout temps, l'aération des salles de classe est très importante pour justement limiter le confinement. L'aération des salles de classe, surtout pendant les temps de pause. Donc, ça va être vraiment sensibiliser les enseignants à ouvrir avant que les enfants arrivent, à ouvrir pendant les temps de pause, à ouvrir pendant la pause déjeuner et puis à la fin de la journée. Après, ouvrir les fenêtres, toutes les salles de classe généralement peuvent le faire, c'est essentiel. Et puis, quand l'école a la chance d'être équipée d'un système de ventilation mécanique, je dirais que c'est encore mieux. Après, on a quand même nous, au sein de Mediéco, on a réalisé des études qui montrent que la ventilation mécanique, c'est bien pour la qualité de l'air intérieur dans les écoles. Néanmoins, l'aération des fenêtres, elle est très complémentaire à la ventilation mécanique. Elle permet vraiment d'évacuer les gros pics de pollution. Donc, c'est bien pour le virus, mais c'est aussi bien pour tous les autres polluants qu'on va pouvoir trouver dans l'air intérieur. Après, on se confronte aussi, quand on donne ces bonnes pratiques, on se confronte également au constat actuel. C'est que dans les écoles aujourd'hui, il faut quand même rappeler qu'on a moins de 25% des écoles qui sont équipées d'un système de renouvellement d'air mécanique. Donc, ça rappelle aussi que l'ouverture des fenêtres, elle est vraiment essentielle. Et que peut-être demain, repenser les espaces, repenser les classes, justement, pour avoir un renouvellement d'air constant, ça paraît être une idée pas trop mauvaise. Vous voyez que les bonnes pratiques, finalement, pour garantir la qualité de l'air dans cette période, elles sont pas... C'est beaucoup de bon sens, c'est des choses qu'on connaissait déjà avant. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est dans une période qui permet justement d'améliorer la qualité de l'air? Je me suis posé la question de savoir si toutes les pratiques pour lutter contre le Covid qu'on met en place aujourd'hui, est-ce qu'elles sont compatibles avec la qualité de l'air intérieur? C'est déjà une bonne
ce qui est bien, c'est qu'effectivement, à lutter contre le Covid va avoir des impacts très bénéfiques sur la qualité de l'air intérieur. Alors, j'espère, mais après, c'est vrai qu'on peut toujours être surpris, que ça va créer et que ça a créé pendant cette période, les gens sont restés quand même 2 mois enfermés chez eux. Donc, j'espère que ça a pu faire prendre conscience, en tout cas, que la qualité de l'air était importante, que constamment, donc pendant ces 2 mois, ils ont respiré l'air de leur logement. Donc, ils ont beaucoup pensé à la qualité de l'air sur le côté biologique, mais ça les a peut-être aussi interrogés sur les polluants gazeux qu'on pouvait trouver dans l'air intérieur. Donc, j'espère vraiment que ça aura créé une prise de conscience. J'espère, mais j'ai eu quelques conversations qui me disent que j'espère souvent beaucoup, mais on verra si ça se transforme vraiment dans ce sens-là. Les impacts positifs également de lutter contre le Covid, c'est que vu qu'on parle beaucoup de qualité de l'air intérieur, on a beaucoup reparlé aussi du renouvellement d'air et donc de l'importance du renouvellement d'air dans les locaux. Donc j'espère que demain, ça va permettre un meilleur renouvellement d'air dans les locaux. Mais également renouvellement d'air dans les locaux, mais pour que le renouvellement d'air fonctionne bien, qu'on vérifie aussi la maintenance des systèmes, puisqu'il y a le côté renouvellement d'air, mais pour que le renouvellement d'air fonctionne dans le temps, il faut que les systèmes soient entretenus, notamment le changement des filtres, et comme je disais tout à l'heure, vérifier que l'air rentre bien dans les pièces, qu'il puisse y avoir un bon balayage entre les espaces, et puis aussi derrière qu'il soit bien extrait. Donc voilà. Ça, c'est mon souhait pour demain. J'espère effectivement, en voyant tous les articles qui sortent, je me dis qu'on est quand même sur la bonne voie. Après, je me suis aussi posé pas mal de questions. Peut-être mettre une petite alerte sur c'est bien, on parle du Covid, on veut améliorer la qualité de l'air intérieur, donc on met en place des bonnes pratiques, mais attention quand même aux choses, on va dire aux fausses bonnes idées. Qu'est-ce que j'entends par fausses bonnes idées? C'est qu'aujourd'hui, on a vu des images et on a beaucoup aussi entendu parler de toutes les pratiques pour lutter contre ce virus. Et notamment, j'ai beaucoup entendu parler de la désinfection des locaux. Donc, qui dit déjà désinfection dit que forcément, on va utiliser des produits qui contiennent des substances qui peuvent être à la fois irritantes, allergisantes, odorantes. Parce que dans beaucoup de produits d'entretien et produits de désinfection, on utilise aussi beaucoup de substances odorantes. Et donc, la désinfection, pourquoi pas, surtout sur les surfaces qui vont être très exposées, les poignées de porte, certaines surfaces où on est sûr que les gens vont poser leurs mains. Mais la désinfection, il faut quand même faire attention avec quoi on désinfecte. Et puis, peut-être que la désinfection n'a pas besoin d'être sur toutes les surfaces. Donc, je mets quand même un holà là-dessus, puisque voilà, la désinfection peut quand même entraîner d'autres. Il ne faut pas évacuer. Aujourd'hui, on a un risque de contamination au virus, mais la qualité de l'air intérieur va avoir quand même beaucoup d'autres impacts, notamment au niveau des pathologies respiratoires. On parlait tout à l'heure de l'asthme, des différentes allergies. La désinfection, typiquement, peut entraîner ce type de pathologie. Et puis, la deuxième chose face à la désinfection, c'est que moi, je marche beaucoup au bon sens. La désinfection, ça va mettre les gens dans une ambiance un peu rassurante en se disant qu'on a tout désinfecté. Le risque, c'est aussi de créer un sentiment de fausse sécurité. Et c'est un peu le problème. Alors, je me suis posé la question sur différents sujets, mais on nous a interrogé aussi savoir est-ce qu'il fallait mesurer dans l'air, ou en tout cas sur les surfaces, la présence du virus. Pourquoi pas pour rassurer les gens, mais quand je parle de la création d'un sentiment de fausse sécurité, ce n'est pas parce que le virus est là ou pas là à un instant T que 48 heures après, il sera là ou pas là. Et donc, désinfecter, oui, mais vu que la présence du virus est liée à l'occupation humaine, si on a des gens qui sont dans les locaux, ce n'est pas parce qu'on a désinfecté que le virus ne va pas revenir. Et donc, il ne faut pas que par la désinfection des locaux, on oublie un peu les gestes barrières et notamment travailler sur la distanciation sociale, même dans les bureaux. Donc voilà, finalement, la question du moment, je pense, en tout cas sur laquelle on est beaucoup interrogé, c'est est-ce que cette période qu'on est en train de traverser, qu'est-ce qu'elle va changer finalement dans les pratiques de demain? Donc je me suis interrogée, j'ai fait l'exercice de se dire, on parle beaucoup de qualité de l'air, c'est bien. En parlant de qualité de l'air, on parle beaucoup du renouvellement d'air, c'est encore mieux. Mais finalement, ce n'est pas nouveau, c'est des bonnes pratiques qu'on donnait déjà avant.
peut-être que ça a permis de provoquer une prise de conscience, mais ça veut dire que demain, il faut poursuivre justement tous les efforts et tous les messages qu'on a essayé de faire passer sur le renouvellement d'air. Et c'est surtout dans toutes les typologies de bâtiments, hein, aussi bien le logement, les bâtiments de bureaux que les écoles, c'est vraiment travailler à garantir le fonctionnement du système de ventilation. C'est essentiel. Et ça va de façon très complémentaire avec l'aération des différents bâtiments par ouverture des fenêtres. Finalement, c'est pour ceux qui me connaissaient, c'est des messages qu'on faisait déjà passer, c'est des messages sur lesquels il faut vraiment réinsister. Et ça va aussi, pour que tout ça fonctionne dans le temps, ça va également avec l'entretien des systèmes qui reste très important. Donc, pas de nouveaux messages, si ce n'est que j'espère que la période qu'on a traversée va permettre aux gens de prendre un peu plus conscience de l'air qu'ils respirent, qu'il n'y a pas que ce virus dont il faut se protéger, qu'on a aussi plein d'autres composés dans l'air qui vont aussi avoir des enjeux importants. Il y a un chiffre que je n'ai pas dit dans le contexte. Je vous ai parlé de l'importance de l'air qu'on inhalait. Il faut quand même rappeler que chaque année, on estime, il y a une étude de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui a été faite en 2014, qui rappelait qui annonçait, en tout cas qui affichait que la qualité de l'air intérieur en France, elle est responsable à peu près de 20 000 morts par an. Donc oui, on est face aujourd'hui on lutte aujourd'hui contre des polluants plutôt biologiques, mais tous les autres polluants de l'air intérieur ont aussi un impact sanitaire important et donc il ne faut pas les occulter. Et j'espère que les bonnes pratiques qu'on va mettre en place aujourd'hui, en tout cas pour lutter contre ce virus, elles vont aussi servir demain à faire prendre conscience aux gens des enjeux de la qualité de l'air et puis à améliorer leurs pratiques au quotidien, à la fois dans leur logement, mais espérer aussi que ce qui se passe dans les logements, ça arrive dans les bâtiments de bureaux. Voilà, c'était bref, mais voilà les messages que je voulais faire passer. Et puis juste dans la deuxième partie, je vous présenterai un peu plus des applications concrètes sur tous ces messages. Merci Claire-Sophie pour ce rappel très clair sur les bonnes pratiques qui s'appliquent en ce moment, mais qui s'appliquent en tout temps. On a eu des remarques et des questions à ces sujets. Alors déjà, au niveau des gestes, des bons gestes par rapport à la période actuelle. Donc, on avait des questions, des interrogations. Est-ce que la solution, c'est de garder les masques dans les bureaux? Ça, tu y as déjà répondu en grande partie. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les garder. Je dis juste que c'est pas forcément... Alors, je ne suis pas médecin de formation. Du coup, prenez pas mon avis pour un avis médical. Pourquoi est-ce que je disais ça? C'est que je suis convaincue effectivement que le masque a un réel intérêt pour protéger les autres, déjà. Pour se protéger soi-même, par exemple, je ne sais pas si ça se dit, mais je ne suis pas un très bon exemple, c'est que je sais que quand je porte un masque, je le touche forcément. Je voyais ce matin, je suis passée au bureau. Voilà, on a des habitudes qu'il va falloir aussi peut-être changer, mais en tout cas, en touchant le masque qui potentiellement peut être porteur du virus, c'est pas forcément un bon geste. Et du coup, dans des bureaux, déjà rien que pour la qualité de vie au travail, je commence déjà à entendre des gens qui portent le masque au bureau et qui ne trouvent pas ça forcément très agréable pour travailler. C'est pour ça que je réinsiste vraiment sur le renouvellement d'air. Je pense qu'il faut d'abord peut-être revérifier le fonctionnement du système, peut-être, je vous disais, éviter le recyclage de l'air parce que ce sont des mesures de précaution, même si on n'est pas sûr que ça participe à la propagation du virus, on peut toujours les éviter, donc autant les mettre en œuvre. Et puis effectivement, derrière, de façon complémentaire, il y a les gestes barrières et surtout la distanciation sociale. On nous parlait aussi d'autres lieux qui étaient impactés, qui sont des lieux clos, mais pas forcément des lieux d'habitat ou de travail, que sont les transports TGV, bus. Le problème des transports, autant dans les bâtiments de bureaux, c'est là que ça amènera demain sur la réflexion de la conception de ces espaces, et je pense que c'est important. C'est un des enjeux de demain, c'est comment reconcevoir les espaces, peut-être notamment en termes de surface et de volume d'air, parce qu'on parle beaucoup de la surface des bâtiments, mais peu du volume
d'occupation des espaces, et je pense que c'est un tort. C'est comment est-ce qu'on va reconcevoir des bâtiments bureaux qui permettent à chacun d'avoir un espace qui garantisse la sécurité, ce qu'on n'a pas dans les transports, d'où l'importance du port du masque. On a d'autres questions qui nous sont arrivées sur la partie énergie technique. Donc, tout d'abord, le problème énergétique qui est posé si on renouvelle l'air en ouvrant les fenêtres. Et ensuite, deux questions plutôt sur des systèmes. Pouvez-vous nous parler de la VMI, ventilation mécanique par insufflation, à la place de la VMC classique, avantages, inconvénients, et quel avis sur les puits canadiens? Ça fait beaucoup de questions. Du coup, sur la première, c'était quoi la remarque, Hélène? Sur l'énergie et ouverture des fenêtres pour renouveler l'air. Alors oui, celle-là, je la vois. Alors d'une part, c'est vrai que idéalement, avant cette période, on a toujours essayé, dans tous les projets qu'on a accompagnés, essayer de concilier à la fois les enjeux environnementaux, les enjeux économiques également, qu'il ne faut pas oublier, et les enjeux sanitaires. Même si, effectivement, pour nous, la santé et le bien-être des occupants d'un bâtiment reste essentiel, on ne ferme pas les yeux sur tous les autres enjeux. L'ouverture des fenêtres, la mettre en contradiction avec les économies d'énergie, je ne suis pas tout à fait d'accord. Déjà, elle est essentielle pour la santé des gens, qui, je pense, on a tous pris conscience que la santé était quand même importante. Et de deux, alors je ne dis pas sur l'ouverture des fenêtres sur une journée entière, on a fait des études, notamment dans une école, où on s'est aperçu qu'on a essayé d'évaluer finalement l'impact de l'ouverture des fenêtres. C'était sur le confort thermique, donc ça va en lien avec les économies d'énergie. Et on se rend compte que l'ouverture de fenêtres de 10 à 15 minutes, elle n'abaisse pas beaucoup la température de l'air intérieur. En tout cas, le bâtiment ne refroidit pas. Et donc, quand on regarde les courbes, l'évolution de la température avec l'ouverture des fenêtres, effectivement, quand on ouvre, on voit une chute importante de la température de l'air, mais dès qu'on referme la fenêtre, cette température remonte aussi assez vite. Et donc finalement, on ne refroidit pas tant que ça le bâtiment, donc on ne perd pas énormément d'énergie. Alors à revérifier, mais on l'a fait 2 fois cette étude dans des écoles et à chaque fois on trouvait le même résultat. Et je rebondis juste aussi parce que je vois une remarque sur, effectivement, on parle de qualité de l'air et on me demande si c'est pas plus intéressant de parler du bien-être. Je suis tout à fait d'accord. Là, le sujet de la bulle, c'était la qualité de l'air intérieur. Globalement, le renouvellement d'air dans les bâtiments, c'est bon pour la qualité de l'air intérieur, mais plus globalement, c'est bon pour le bien-être et la santé des gens en général. Et je pense que cette période, elle va avoir un impact peut-être sur la thématique et sur les enjeux de l'air intérieur, mais on a un enjeu social qui est aussi très important par rapport au mode d'habiter les différents bâtiments, et notamment les bâtiments de bureaux. Et effectivement, on ne se restreint pas à parler uniquement de qualité de l'air, mais peut-être que dans une prochaine bulle, on parlera des autres thématiques liées au bien-être dans le bâtiment. Il y avait la question de la VMI et du puits climatique. La VMI, donc pour ceux la ventilation mécanique par insufflation, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en fait, une ventilation mécanique contrôlée par extraction, la classique, vous avez des entrées d'air sur les menuiseries qui permettent à l'air de rentrer dans les pièces de vie. Donc les pièces de vie, on parle de la chambre, du séjour. Et puis, on a une ventilation en France qui se fait par balayage, c'est-à-dire que l'air rentre dans les pièces de vie, passe sous la porte, puisque quand c'est bien fait, on a un petit espace sous la porte, le détalonnage qui permet à l'air de passer, et il est évacué dans les pièces humides, donc salle de bain, WC et cuisine, par extraction mécanique. Donc vous avez un extracteur qui vient tirer l'air. La ventilation mécanique par insufflation, c'est l'inverse, c'est qu'on vient insuffler l'air dans les pièces de vie mécaniquement et on vient l'extraire dans les pièces humides de façon naturelle. Un des avantages à ce système, c'est que ça permet de filtrer l'air qui rentre. Ça permet également de mettre en surpression le bâtiment. Donc, il y a des avantages pour certains polluants. Si on se concentre juste sur le risque actuel lié au virus, la filtration de l'air extérieur, aujourd'hui, n'a pas grand intérêt, puis ça a un intérêt sur d'autres choses, mais sur le virus, parce que le virus ne vient pas de l'extérieur et est lié à notre présence. Donc, on va beaucoup plus travailler sur, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sur le recyclage. Après, ce qui va être important, ce n'est pas le type de système qu'on met, c'est qu'il fonctionne et qu'il permette d'atteindre les débits réglementaires. Déjà, c'est une bonne chose. Et ensuite, sur le puits climatique, c'est un avis général.
Le puits climatique, pourquoi pas, mais surtout la règle, c'est que pour n'importe quel système, et on le reverra tout à l'heure, c'est que d'abord un système, quand il est installé, il faut qu'il soit réfléchi, bien conçu, avant de parler de la mise en œuvre, bien mis en œuvre et surtout entretenu. Et la ventilation, comme les puits climatiques, rentre vraiment dans ça, c'est qu'un système qui est mis en place mais qui n'est pas entretenu peut créer plus de problèmes que s'il n'était pas là. Donc, c'est pas pour ou contre, c'est plutôt toujours être vigilant à la mise en œuvre de ces systèmes. Du coup, on avait une remarque justement sur la maintenance des systèmes. Donc d'un participant qui nous dit qu'il est impératif à l'avenir d'augmenter la fréquence du remplacement des filtres sur les centrales de traitement d'air et de surveiller leur fonctionnement. Cette opération doit en théorie être réalisée 4 fois par an et ne doit surtout pas plus consister à nettoyer le filtre pour le remettre en place. La plupart des contrats d'entretien ne prévoient qu'un seul passage par an sur la CTA. Une obturation du filtre diminue le débit d'air neuf insufflé et crée une dépression dans les échangeurs à roue. Cette dépression fait passer le taux d'infiltration de l'air extrait dans l'air neuf de 4 à plus de 20%. Juste, je rebondis là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, je serais un tout petit peu plus, je relativise un tout petit peu. C'est que je pense qu'effectivement, quand on parle de filtration, ça dépend énormément de l'air qui va rentrer dans le bâtiment, de la qualité de l'air extérieur. Le changement des filtres, il est très important. Aujourd'hui, dans cette période, le changement des filtres est recommandé non pas pour se protéger mieux de l'air extérieur, il est surtout recommandé pour rassurer les bons débits d'air. Donc c'est vrai que plus le filtre va être encrassé, moins les débits d'air théoriques vont être atteints. Donc c'est vraiment important. Après, effectivement, l'idéal, c'est de l'adapter à la pollution de l'air extérieur. Plus l'air va être pollué, plus le filtre va devoir être changé régulièrement. C'était une remarque qu'on avait également dans des participants sur le quid de la qualité de l'air extérieur en ville. Et j'en profite pour préciser qu'on en parlait notamment dans la bulle numéro 2 avec Marc Parra sur la biodiversité et la nature en ville. Mais juste dans le temps numéro 2, justement, j'ai montré on aura des chiffres qui permettent d'illustrer un peu les propos et l'impact de la ventilation sur la qualité de l'air et notamment de la filtration. Après, c'est vrai que la quid de la qualité de l'air extérieur, je ne sais pas si c'était global, mais par contre, un des autres points positifs, parce que là on s'est concentré sur l'air intérieur, c'est quand même qu'avec la façon d'habiter dans les 2 derniers et de travailler dans les 2 derniers mois a quand même eu un impact très positif sur la qualité de l'air extérieur. Donc, ce qui est quand même plutôt encourageant, c'est que on voyait pas trop, on voyait dans les différentes, depuis quelques temps, on voyait des améliorations au niveau de l'air extérieur, mais c'était quand même des améliorations minimes d'une année sur l'autre. Là, on a vu une nette amélioration, donc c'est encourageant, c'est qu'il est toujours possible de faire des choses. Alors là, bon, effectivement, c'était un peu extrême. Mais voilà, néanmoins, ça veut dire que demain, il est possible d'améliorer la qualité de l'air extérieur et du coup, directement, ça améliorera aussi la qualité de l'air intérieur des bâtiments, puisqu'aujourd'hui, quand vous habitez en ville, dans un espace urbain, voire très urbanisé, la pollution de l'air intérieur, sa principale source, ça va être l'air extérieur. Donc, il n'y a pas de généralité en air intérieur. On a beau dire, on estime à peu près dans toutes les études que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué. C'est vrai, mais en ville, vous avez quand même une majorité. En ville, on a une pollution extérieure, une pollution intérieure. Donc, sans filtrer l'air extérieur, effectivement, on fait rentrer les sources de pollution extérieure à l'intérieur des bâtiments. Juste par rapport à cette question des filtres, on nous dit OK pour les filtres particuliers quand ils existent, mais faut-il envisager des filtres gaz? Bonne question. Alors, j'ai beaucoup évolué sur ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez un système de filtration dans un bâtiment, donc on passe en venti soit par une ventilation double flux, soit par une ventilation mécanique par insufflation, ça va permettre de filtrer les particules, donc notamment les polluants qui vont être émis par le trafic automobile ou par la combustion du bois ou par des industries à proximité.
Le trafic automobile va aussi émettre ce qu'on appelle du dioxyde d'azote, donc là, qui n'est pas un polluant particulier, mais qui est un polluant gazeux. Et ce polluant gazeux, si on veut limiter son transfert dans les environnements intérieurs, effectivement, de plus en plus, on entend parler de filtres gazeux. C'est du charbon actif, hein. Ça marche un peu, vous pouvez imaginer comme votre hotte de cuisine, le charbon actif. Alors, vu qu'on ne le change pas, c'est plus un élément décoratif, mais néanmoins, il est censé avoir une fonction justement de limiter certains polluants dans l'air. Donc, c'est un peu ça. Après, ils sont adaptés au type de polluant qu'on veut filtrer. De plus en plus, on commence à les voir dans le bâtiment. Après, il faut quand même… alors, on attend des retours aujourd'hui sur son fonctionnement. Il y a une thèse notamment qui montrait que l'efficacité n'était pas forcément satisfaisante, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et puis, il y a aussi un coût. Et comme tout système, on vient rajouter un filtre supplémentaire. Donc, les énergéticiens vont me dire qu'il y a encore des pertes de charge sur le système. Donc oui, il y a des pertes de charge qui vont être entraînées. Néanmoins, ça permet quand même de limiter la pollution à l'intérieur des bâtiments. Et puis, c'est surtout la maintenance. C'est que ces filtres… j'ai entendu dire, là pour le coup, je ne suis pas sur les délais, je ne suis pas très sûre, mais qu'effectivement, tous les 2 mois, ce serait bien de les changer parce qu'ils vont saturer assez rapidement. Donc, si on veut qu'il y ait une efficacité, il faut les changer assez régulièrement et ils ont un coût un peu plus important. Néanmoins, même si ce n'est pas encore très utilisé dans le bâtiment, alors moi je vis à Lyon, mais c'est vrai qu'à Lyon, dans les crèches, ça fait plusieurs crèches que je vois où il y a en fonction de la localisation de la crèche, on demande aux gestionnaires de la crèche de mettre en place des systèmes. Et là, on est en train d'équiper une crèche sur Lyon, justement, de ce système d'un filtre moléculaire. Donc, on commence les retours d'expérience. Donc, peut-être que dans un an, j'aurai des vrais chiffres à donner sur l'efficacité, puisqu'on va installer différents capteurs pour suivre la qualité de l'air intérieur et extérieur et voir le taux d'abaissement par rapport au polluant de l'air extérieur. Il y avait une question complémentaire sur les filtres. Donc, les filtres ont pour fonction l'assainissement de l'air extérieur uniquement et la conception du renouvellement d'air réglementaire disperse les polluants dans tout le logement pour se diriger vers les pièces humides. Faut-il, à ton avis, demain reconfigurer la conception de tous les systèmes pour maintenir la contamination par pièce? Quid du coût économique de ces dispositions? Alors, je ne pense pas que j'ai toutes les réponses. Première chose sur laquelle je veux réagir, ça, par exemple, effectivement, maintenir la contamination par pièce, c'est une des recommandations si chez vous, vous avez une personne qui est contaminée qui a le Covid-19, c'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui, s'il n'y a rien, si personne n'est contaminé, d'assurer le renouvellement d'air normal. Donc, vérifier que ça fonctionne. Si vous avez une personne contaminée, effectivement, on va demander plutôt de la mettre dans une pièce et de rendre étanche cette pièce vis-à-vis du reste du logement. Donc, mettre des boudins sous la porte. Donc, renouveler l'air juste uniquement de cette pièce. Je trouve ça juste pessimiste de se poser la question. C'est une bonne question, mais j'espère qu'on n'est pas amené à revivre ce type d'événement trop souvent et que du coup, le balayage, le renouvellement d'air qu'on connaît aujourd'hui sera suffisant, mais c'est une question qui se pose. Alors après, il existe des systèmes, alors encore des systèmes différents, utilisés notamment en rénovation, mais on peut faire du pièce par pièce. Il existe en rénovation, par exemple, des petits systèmes double flux individuels. Ça passe à travers le mur et donc ça vient insuffler l'air et extraire l'air dans pièce par pièce. Donc ce type de système, aujourd'hui, c'est surtout utilisé en rénovation. Est-ce que, avec les périodes qu'on traverse actuellement, est-ce que ça va s'ouvrir est-ce que ça va ouvrir la conception des bâtiments à d'autres systèmes, peut-être? Et alors, du coût économique, ça coûte plus cher. Mais je ne sais pas répondre. Juste peut-être une petite précision, on nous demande un filtre moléculaire en pratique, c'est quoi? C'est du charbon actif. Voilà, c'est ce que tu disais. C'est du charbon actif. Et par contre, un filtre moléculaire, quand on veut filtrer les polluants de l'air extérieur, on dit qu'il est… Ah, j'ai perdu le mot, on dit dopé, mais il y a un autre mot. Mais en fait, on va lui mettre des réactifs qui sont spécifiques à ce charbon actif, aux polluants qu'on va chercher à filtrer. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en plus, ce n'est pas si simple, on ne donne pas juste une préconisation de tel filtre ou de tel filtre. Généralement, on travaille avec le fabricant du filtre pour savoir quelle référence en fonction de quel polluant. Et il nous demande aussi quelles sont les concentrations de la pollution, des polluants extérieurs pour mettre le filtre le plus adapté.
Peut-être une dernière remarque sur le double flux, comment faire en sorte qu'il soit sain. Qu'il soit sain. Alors déjà, théoriquement, le double flux est pas mal pour la qualité de l'air intérieur. Pour faire en sorte qu'il soit sain, c'est que, on va le voir juste après, c'est que tout système de ventilation, un double flux, pas double flux, doit d'abord être conçu, réfléchi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on livre pas un système et puis on demande à quelqu'un de se débrouiller pour le mettre. Il faut que ce soit pensé dans le bâtiment, même dans le logement. Ensuite, il y a la mise en œuvre des systèmes et on va voir tout à l'heure avec les chiffres qu'effectivement, on a beaucoup de travail là-dessus. Ça, c'est un réel enjeu pour demain. Et puis derrière, il y a la maintenance. Et je pense que, alors je vais faire une réponse un peu plus générale, mais pourquoi est-ce qu'on parle autant de renouvellement d'air, des problématiques liées au renouvellement d'air? C'est parce qu'en France, on n'a pas la culture du renouvellement d'air. Et tant que les gens ne comprendront pas l'intérêt du renouvellement d'air, quand je dis comprendre l'intérêt, c'est que tant qu'on verra des gens boucher les entrées d'air, c'est que les gens n'auront pas compris pourquoi est-ce qu'on fait rentrer de l'air neuf et pourquoi est-ce qu'on évacue l'air vicié. Et tant que ça, on n'aura pas sensibilisé et que ce ne sera pas rentré dans les esprits, ça veut dire que la maintenance des systèmes, elle est compliquée à faire derrière. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Autant on peut travailler avec les professionnels sur la conception et la mise en œuvre des systèmes. Après, ça va être à l'occupant et au gestionnaire de bâtiment de s'occuper de la maintenance. Et donc, nous, on a un rôle en tant que professionnel de sensibilisation. Mais par contre, l'occupant, il a un rôle dans le temps qui est encore plus important que la conception et la mise en œuvre. Je réagis, je vois juste une question sur les filtres et l'efficacité par rapport au COV. Je n'ai pas dû être claire. Aujourd'hui, dans les systèmes de ventilation, quand vous mettez un filtre, quand le système propose un filtre, on vient filtrer les particules. Pour filtrer les COV, qui sont les composés ioniques volatiles, ce sont des composés gazeux. Et là, vous êtes obligé de passer par un filtre moléculaire, donc par un filtre avec du charbon actif. En fait, ça n'arrête pas physiquement, mais ça vient capter la substance. Très bien. On va peut-être clore cette premier échange et te laisser la parole pour présenter les retours d'expérience dans la deuxième partie.